Bonjour à vous tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Solidarité TV sur les enjeux sociaux de la transition écologique. Un sujet éminemment d'actualité. Et en effet, le Conseil de planification écologique a fait part le 25 septembre de ses grandes orientations pour les années à venir. Et le pacte des solidarités, qui a été présenté très récemment, entend promouvoir une transition écologique et solidaire. Au-delà de cette émission, je vous invite à découvrir le dernier numéro d'Union sociale qui creuse en profondeur ce sujet. Je vous signale que ce rendez-vous a été préparé avec les soutiens du Crédit Coopérative, d'Harmonie Mutuelle ESS et de PKF Arcilon, notre nouveau partenaire pour cette émission. Comme vous le savez, cette émission est diffusée en direct et vous pouvez à tout moment poser vos questions à nos intervenants grâce au fil de discussion situé à la droite de votre écran. Mais je n'en dis pas plus et je vous propose que nous passions à notre première séquence. Les rapports les plus récents montrent que les inégalités sociales et environnementales sont intimement liées. Les chiffres prouvent en effet que les ménages aisés, les plus riches, sont ceux qui polluent le plus et que les personnes les plus modestes sont celles qui subissent le plus les effets de la dégradation de l'environnement. Dans quel domaine ces inégalités sont-elles les plus marquantes? Comment se concrétisent-elles? Comment tenter de les atténuer? Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Mathilde Viennot, spécialiste des enjeux sociaux de la transition écologique à France Stratégie. Merci Mathilde d'être avec nous. Et Isabelle Dorès, vice-présidente d'ATD Carmonde France. Merci de votre présence. Avant que nous débutions nos échanges, nous avons interrogé les acteurs de la solidarité pour connaître quelques-unes de leurs propositions sur ce sujet de la transition écologique. On les écoute. Mon rôle principal, ça serait de réapprendre aux enfants le goût des bonnes choses. Moi, en deux mots, c'est allier l'humain à l'agriculture. À Paris, il y a énormément de personnes. Et du coup, c'est essayer de reconnecter les habitants à la nature, aux insectes, aux produits de saison, à remettre les mains dans la terre, réapprendre à observer ce qu'il y a autour de nous. Moi, j'ai vécu dans du béton. Dans 20 mètres carrés, on ne peut pas vivre bien. Donc, il faut qu'on retrouve des espaces naturels où on peut passer du temps. Il me semble qu'il y a deux leviers importants. Il y a le logement et l'alimentation. Et nous, de l'autre côté, en fait, on peut travailler sur l'alimentation, mais si on aide les personnes fragiles à correctement s'alimenter et on leur permet en fait d'accéder aux bons produits, on peut à la fois aider les personnes fragiles et protéger la planète. Pour nous, un des intérêts, c'est aussi que ça se fasse avec et par les habitants des quartiers. C'est-à-dire que c'est pas à nous de venir et de dire on va fonctionner comme ça, c'est de trouver le fonctionnement avec les habitants. On allie deux superpuissances, la mission sociale et puis la production de légumes et le soin de la planète du coup, l'alimentation. Donc c'est quelque chose qui se conjugue et qui fait qu'on est vraiment acteur de la transition écologique. Ouais, pour moi, je crois que l'agriculture urbaine, c'est vraiment important pour le futur. C'est vraiment de produire tout local et livrer pas loin, éviter les camions. Et, surtout là, on fait des livraisons en vélo et c'est juste top pour l'écologie. Ici, c'est des espaces de vie qui créent de la mixité sociale et moi, je milite particulièrement pour un accès au jardin pour les habitants du quartier, pour les enfants notamment, et leur permettre de à la fois se reconnecter à la nature, mais aussi comprendre ce qui peut arriver dans leur assiette, donc remettre du vert dans l'urbain. Une personne, c'est comme une plante. Une plante, elle a besoin d'avoir un bon substrat, elle a besoin d'être arrosée, et une personne, c'est pareil. Il faut qu'elle se connaisse. Il faut qu'elle puisse aussi avoir confiance en elle, avoir une estime, avoir conscience de sa valeur pour qu'elle puisse progresser et avoir foi en l'avenir. Moi, je travaille avec les entreprises, le rôle premier un peu de mon action, c'est d'essayer de canaliser un peu les moyens des entreprises vers notre activité ici sociale et écologique. Au passage, si on peut convaincre ou essayer de mobiliser un petit peu les gens dans l'action qui font partie de ces entreprises, c'est un plus. Alors après ce premier tour d'horizon en vidéo, je me tourne vers Mathilde Viennot. Les travaux de France Stratégie sont nombreux. On suit avec beaucoup d'attention le cycle de vos conférences, justement la suite du rapport Pisanini-Maffouz sur la transition écologique.
quel lien on peut faire justement entre ces fameuses inégalités sociales et environnementales? En quoi sont-elles liées? Eh ben, en fait, il y a pas mal de liens, enfin pas mal de domaines dans lesquels les deux sont liés. Par exemple, le logement, puisqu'on sait que les habitats anciens sont ceux où en fait les peintures au plomb, par exemple, sont nombreuses. Et puis donc c'est dans ce type de logement que vivent le plus souvent les ménages pauvres. On peut aussi penser dans le domaine de l'alimentation, où en fait il y a des études qui montrent qu'il y a près de 80% des ménages pauvres, donc des ménages qui vivent avec moins de 1 000 € par mois, qui n'achètent jamais du bio parce que le bio est trop cher. Bien sûr, bien sûr. Et puis enfin, mais je pense qu'on en parlera plus, mais dans le domaine de la santé environnementale, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les ménages pauvres dans les villes vivent plus souvent dans les quartiers qui vont être les plus pollués. Donc, par exemple à Paris, soit près du périphérique, soit plutôt vers l'est, puisqu'en fait les fameuses particules. Hein. Ouais, oui, bah voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais que aussi pendant les grosses chaleurs, les ménages riches vivent plus souvent près des parcs et donc près des îlots de fraîcheur, alors même que les ménages pauvres, eux, vivent plus souvent dans des îlots de chaleur. Oui, tout à fait. Ça, il y avait d'ailleurs un rapport assez récent de la Fondation Abbé Pierre qui avait montré à quel point la précarité énergétique pouvait concerner à la fois l'hiver comme l'été, et peut-être même que l'été c'était encore pire. D'accord. Isabelle Dorès, Mathilde Viennot nous parlait notamment de la santé, sur les expositions justement des personnes les plus fragiles et à cette dégradation de l'environnement et à ses impacts sur la santé. Quel lien vous faites entre inégalité sociale et environnementale? Peut-être avec ce prime de la santé, parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un lien très fort aussi entre inégalité sociale, inégalité environnementale, inégalité de santé et ségrégation sociale, en fait. Enfin, Mathilde l'a très bien décrit, je pense, la ségrégation sociale. On relègue toujours les plus pauvres, en fait, un peu en périphérie des villes, dans des zones, en effet, très dégradées. Les moins confortables, les moins confortables, voilà. etc. Il y a même une tendance même à assimiler les personnes très pauvres, enfin, au milieu dans lequel ils vivent. C'est-à-dire, pendant longtemps, on a parlé, par exemple, des rebuts de la société, enfin, comme si les gens les plus pauvres étaient les déchets de la population. Enfin, c'est un peu fort ce que je dis, mais là, ça va loin. Ça va loin, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, on laisse des gens, enfin, la société laisse des gens, dans son organisation, pousse des gens à vivre dans des situations complètement, des environnements très, très dégradés. Et en fait, après, il y a même tendance presque à assimiler ces personnes, en fait, au lieu où elles vivent, ce qui est grave. Et en fait, toute cette exclusion est liée beaucoup à un non-accès aux droits fondamentaux. Donc, on a parlé du logement, on a parlé, après, il y a même l'accès à l'école, ou des écoles, du moins, où on peut réussir, où on a des chances un peu de s'en sortir, l'accès à la vie en famille, et l'accès aux espaces de nature. Enfin, je pense que c'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais vraiment, ces lieux de relégation, souvent, sont complètement dépourvus de nature, où la nature n'est pas du tout pensée, imaginée, même le paysage n'est pas organisé. Donc voilà, et les gens très pauvres ont en fait pas de moyens en fait de s'en défaire, même de s'évader un peu, parce que pas de possibilité de choisir. Voilà, en fait, on peut pas partir en vacances si on n'en a pas les moyens, etc. Ce que font d'autres, et du coup ça permet un peu de respirer, parce que éventuellement il y a des gens qui ont certains moyens qui vivent à côté du périph' aussi, mais eux ils ont quelquefois des possibilités d'évasion. La personne très pauvre souvent n'en a pas. Et en effet, il faut concevoir vraiment. C'est pour ça qu'il faut intégrer toutes ces notions-là dans la santé, en prenant en compte la notion de santé globale, c'est-à-dire la santé au sens de l'OMS, qui est un état de complet, je lis parce que pour m'a trompé de la définition, non, mais il faut le dire parce que un état de complet, un état de complet bien-être physique, moral et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie et d'infirmité. Donc donc c'est vraiment une notion de bien-être global qui devrait être au cœur de nos réflexions et au cœur de notre pensée politique, avec tous, et avec deux principes fondamentaux, mais peut-être qu'on y reviendra, des principes de prévention à développer, ce qu'on ne sait absolument pas faire, on est toujours dans le
soin ou la réparation, et des principes aussi de précaution qui, là on est, enfin aucune politique publique en fait n'utilise vraiment le principe de précaution, on l'a jamais vraiment mis en œuvre, et l'exposition chimique auquel on est soumis est bien le résultat de ces non-applications. Tout à fait. Voilà, et on est bien d'accord que quand on parle de santé, au sens large du terme, on parle de santé physique, mais aussi de santé mentale, parce que je sais que c'est un vaste sujet sur lequel l'UNIOP s'intéresse beaucoup, la santé mentale en particulier des jeunes, donc il faut l'envisager, c'est un autre sujet, mais il faut l'envisager. C'est très fort, en fait on a fait une étude sur les différentes dimensions de la pauvreté, et vraiment un axe très important, c'est vraiment ces problèmes, enfin c'est les peurs et souffrances. En fait, quand vous discutez avec des gens en situation de grande pauvreté, ils ne vous parlent pas de revenus, ils ne vous parlent pas qu'ils ont des problèmes d'argent, et ce qu'ils vous parlent, c'est qu'ils veulent être reconnus comme des citoyens à part entière, et ce dont ils souffrent le plus, c'est de leur situation, de la stigmatisation, et en fait c'est plein de peurs et souffrances. Et ces peurs et souffrances, elles amènent en effet des maladies chroniques, des maladies fortes et des états de dépression très graves. Et en fait, si on regarde en effet l'espérance de vie d'un homme, des 5% des hommes les plus pauvres est de 13 ans plus faible que les 5% des hommes les plus riches. Voilà, ça se traduit comme ça aussi. Tout à fait, très bien. Si on rentre un petit peu sur les domaines et sur les inégalités sur lesquelles il faut s'intéresser prioritairement, vous avez évoqué, alors Mathilde a évoqué plusieurs domaines, l'alimentation, le logement. Est-ce que cette question de la santé, elle est super prioritaire, ou est-ce qu'il y a d'autres domaines sur lesquels justement ces inégalités sont encore plus criantes, auxquelles il faut s'intéresser? En fait, oui, alors vous avez beaucoup travaillé sur la santé, donc vous avez dit que vous avez un prisme santé important. En fait, l'idée, c'est un petit peu qu'aujourd'hui, ce qui amène la dégradation de l'environnement, c'est beaucoup notre non prise en compte en fait de la nature et du vivant, parce que le vivant, c'est mieux que la nature. La nature, c'est très connoté culturellement. Mais voilà, la non prise en compte du vivant, c'est-à-dire quand on aménage notre territoire, quand on consomme, quand on produit, on ne fait absolument pas attention à ça, parce que l'homme, voilà, il est ce qu'Edgar Morin dit homo faber, c'est-à-dire il faut qu'il transforme la nature pour la mettre à son service. Et du coup, c'est un rapport de domination très fort, comme le rapport d'ailleurs qu'on peut mettre de domination vis-à-vis des plus pauvres de l'homme. Je pense que ces deux rapports sont vraiment à mettre en parallèle. Et du coup, cette destruction des écosystèmes, et nous on fait partie de ce vivant en fait, et du coup cette destruction ou cette non prise en compte du vivant, c'est une atteinte directe à notre santé. Donc en fait il faut aller la prévention, elle va jusqu'à la préservation des écosystèmes, parce qu'en fait c'est cette préservation des écosystèmes qui est notre assurance vie par rapport à l'avenir, et c'est vraiment là qu'il faut aller modifier en profondeur nos façons de faire, notre façon d'aménager le territoire, etc. Mais c'est un enjeu très fort, parce qu'on n'est pas fait pour. Les seuls qui savent le faire un petit peu, justement, c'est les très pauvres. Parce que les très pauvres, ils sont dans un système de contraintes énorme. On décide toujours pour eux de ce qu'ils sont. Et eux, ils sont obligés de trouver les voies d'adaptation. Dans l'adaptation permanente. Et c'est ça le combat quotidien contre la pauvreté. C'est vraiment cette adaptation permanente au quotidien qu'il faut faire pour savoir comment je vais me nourrir aujourd'hui, comment je vais me loger, comment je vais... Voilà, d'accord, ok, très bien. Très bien. Isabelle nous a beaucoup parlé de cette question de la santé. Est-ce qu'il y a des domaines, puisque vous évoquiez aussi le logement, l'alimentation, est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels il faut justement s'intéresser prioritairement quand on s'intéresse à ces inégalités sociales et environnementales? Et nous, on a aussi surtout travaillé en fait sur l'axe santé, parce qu'en fait, on a fait une étude qui est parue l'année dernière et qui en fait cherchait le gradient social, donc en fait la corrélation entre les avantages sociaux et l'exposition à plusieurs polluants. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé pour l'ensemble des communes de France les niveaux de pollution, alors plusieurs polluants de l'air, mais aussi pollution des sols et puis de l'eau, pour en fait voir s'il y avait déjà des zones de France qui sont vraiment surexposées et est-ce que du coup les ménages plus pauvres vivent plus souvent là-bas. Et en fait, ce qu'on trouve, alors c'est que sur en fait France entière, le résultat n'est pas net, parce qu'en fait, les zones les plus polluées sont d'abord les grandes villes, et donc dans ces grandes villes, c'est là qu'il y a le plus de chômeurs, le plus de ménages pauvres, mais c'est là
aussi que vivent les cadres. Donc en fait, dans les grandes villes, il faut vraiment faire des zooms pour en fait trouver ce fameux gradient social. Mais par contre, si on se focalise soit sur certaines zones, notamment les zones rurales, soit sur certains polluants, notamment les sols, et bien là, c'est en fait très clair que plus vous allez vivre dans une commune pauvre, plus vous aurez la malchance d'avoir des sols pollués ou des eaux polluées. Donc en fait, nous, ce qui ressort de ce travail, c'est qu'il faut vraiment compléter ce travail de données pour en fait faire des zooms très très précis pour trouver ce gradient social. D'accord, très bien, c'est très très intéressant. Alors on est là, on a beaucoup parlé des constats, des observations, hein, de tout ça, mais il y a, j'imagine, aussi des pistes pour essayer d'atténuer toutes ces inégalités. Justement, Isabelle Dorès, quelles pourraient être ces différentes pistes justement pour essayer d'atténuer cette espèce on va dire de fatalité, hein. Voilà, je suppose, je vis dans un endroit plus pollué et je n'ai pas le choix de le quitter. Comment on peut tenter d'atténuer tout ça? Oui, donc sur les pistes, en fait, je pense qu'il faut avoir en tête aussi que les plus pauvres, hein, c'est ceux qui contribuent quasiment le plus en fait à l'effort environnemental, parce que dans leur pratique, ils contribuent à ça. Si on regarde la fiscalité écologique, ils participent aussi le plus fort en fait en proportion de leurs revenus. Hein. C'est eux qui payent le plus en fait pour les politiques environnementales. Et le problème, c'est qu'en fait, on les associe absolument jamais. Ils sont complètement exclus, ce qui fait que même on imagine des politiques de lutte contre le changement climatique, de lutte contre l'effondrement de la biodiversité, qui se retournent contre les plus pauvres en fait, et qui pèsent encore plus sur eux. Et en fait, on aggrave les inégalités par les politiques qu'on imagine, parce qu'elles sont conçues sans eux. Et nous, ce qu'on pense vraiment, c'est qu'il faut repenser au niveau des bassins de vie et des territoires, par une participation de tous, pour qu'on ait des diagnostics partagés. Parce que ce que disait Mathis, c'est important en fait, c'est que chacun regarde son environnement. Parce qu'en fait, chaque personne est confrontée tout au long de sa vie à ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire toute une série d'expositions qui génèrent un état de santé. Voilà. Et ça, il faut l'analyser avec les habitants. Il n'y a que la personne qui sait ce à quoi elle est exposée, dans quelles conditions elle vit, etc. Donc il faut vraiment créer des lieux dans les bassins de vie où on échange sur ces diagnostics, où on analyse ensemble dans quel environnement on vit et aussi quelles sont les conséquences sur ma santé, sur mes conditions de vie, etc. Et à partir de là, on trouvera aussi ensemble au niveau des territoires des solutions. Et l'idée, c'est que la politique nationale s'empare de ces solutions locales, les conforte et se serve de toutes ces solutions qui sortiront au niveau local pour faire une politique nationale de santé et environnement, et de prise en compte en fait, et qui allie lutte contre l'exclusion. Parce qu'on aura appris à partir des plus pauvres. Enfin, nous, on est vraiment persuadés que c'est à partir des plus pauvres qu'on pourra apprendre, parce qu'en fait, ils ont une capacité d'adaptation. Enfin, c'est eux qui savent gérer l'imprévisible. Enfin, j'avais envie de vous lire une petite phrase de Mireille Delmas-Marty, hein, qui a fait un croisement des savoirs avec des juristes et des gens très pauvres. Croisement des savoirs, vous pouvez juste nous réexpliquer en deux secondes, parce que moi, je sais, mais tout le monde ne sait peut-être pas. Donc, un croisement des savoirs, c'est une pratique qu'on a développée beaucoup pour apprendre, en fait, à se connaître et à réaliser d'abord qu'on n'a pas les mêmes représentations. C'est-à-dire, il y a les personnes très pauvres, elles n'ont pas le même système de représentation que des personnes qui ont fait des études, etc. Suivant son expérience de vie, on a des représentations très différentes. Et du coup, le croisement des savoirs, c'est associer des chercheurs en général, des professionnels et des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté. Et chacun travaille d'abord sur ses représentations du sujet qu'on va partager. Et quand ce travail sur représentation est prêt, on échange à ce moment-là. On s'aperçoit que les autres pensent vraiment pas comme nous. Et après, à partir de ça, on essaye d'analyser pourquoi les autres pensent pas comme nous et comment on peut construire ensemble. D'accord, voilà. Très bien. Donc à partir de là, Mireille Delmas-Marty disait pour penser et construire un monde commun, il est temps de comprendre qu'il faudra mutualiser tous les savoirs. Qu'apprenons-nous des plus pauvres? Peut-être une certaine manière de penser l'imprévisible, plus proche de l'adaptation que de la programmation ou de la prédiction. Les populations riches n'ont pas appris à vivre dans l'imprévisible parce qu'elles se garantissent de tous côtés, assurer tout risque. S'adapter par une sorte de bricolage qu'Édouard Glissant appelle la pensée du tremblement. Celle-ci n'est ni crainte ni faiblesse, mais l'assurance qu'il est possible de durer et de grandir aussi dans l'imprévisible.
À la frilosité des sociétés de la peur, les plus pauvres opposent et nous apprennent le courage de vivre. Voilà. Et je pense que fondamentalement, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on aille chercher. C'est quelles sont les capacités d'adaptation des plus pauvres et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux. Mais pour ça, il faut même imaginer des langages différents parce qu'en fait, quand on parle d'écologie aux gens les plus pauvres, on les a tellement exclus de cette notion-là que c'est un truc pour bobo, quoi. C'est un truc pour... Et du coup, on parlait du bio, oui. C'est vrai qu'on parlait de bio à quelqu'un qui est en situation de très très grande précarité. C'est pas pour moi. C'est un peu du chinois, tout à fait. Donc c'est comment on trouve aussi des langages communs, des façons d'approcher les choses communes pour construire ensemble. Et c'est essentiel. Et surtout, n'ayons pas peur d'aller vers les plus pauvres, parce que souvent, en fait, on a peur d'aller vers l'autre qui est différent de nous, et ils n'ont aucune rancœur vis-à-vis des autres. Au contraire, je pense que l'attention qu'on leur porte, ou le fait de les considérer comme citoyens à part entière, ça permettra un développement de richesse extraordinaire. Voilà. Et nous, on croit vraiment qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalité de la misère, il n'y a pas de fatalité de la destruction de la nature, parce que tout ça, c'est des créations humaines, et donc les hommes, ils peuvent démonter ce qu'ils ont créé. Très bien, je vous remercie beaucoup pour ce message très, très militant, mais aussi très philosophique. Il y a dans ce que nous dit Isabelle un fort accent démocratique quand même, c'est-à-dire arriver aussi à consulter les gens. C'est très intéressant ce que vous dites d'ailleurs sur consulter à l'échelle des territoires, parce qu'on est les premières personnes qui subissons, qui sont en capacité de parler de cette dégradation et des différents impacts de la dégradation de l'environnement. Est-ce que vous partagez un petit peu ce diagnostic? J'imagine que oui. Et puis, quelles pistes supplémentaires on pourrait envisager aussi au-delà de cet aspect démocratique? Oui, alors je partage vraiment ce qui vient d'être dit. En fait, je pense qu'on a vraiment besoin de faire avec. Voilà. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que les politiques sociales semblaient être décidées par un État central et en fait être du coup très en silo. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai que les politiques sociales restent très séparées des politiques sanitaires qui sont aussi très séparées des politiques environnementales. Et donc déjà, faire essayer que l'ensemble de ces ministères travaillent ensemble, pensent les politique publique ensemble sera déjà un très très grand pas. Et en fait, sur ce faire avec, je pense que donc c'est vrai, c'est une question de justice. Et en fait, le fait qu'il faut que chacun fasse l'effort qu'il peut faire, et donc c'est certain que les ménages pauvres en fait n'ont pas le même effort à faire que les plus riches, mais je pense que c'est aussi une question d'acceptabilité, parce qu'en fait les politiques de transition seront tellement lourdes qu'en fait, si on souhaite qu'elles réussissent, en fait, il faut vraiment qu'on embarque l'ensemble des ménages, et en fait, ça ne peut se faire sans aller au plus près des besoins et ménages pauvres. D'accord, très bien. C'est une question très intéressante qu'on va évidemment aborder dans cette émission, dans la séquence suivante, mais on reste toujours dans cette séquence pour l'instant inégalité. D'ailleurs, on va prendre une première question internaute, une question donc de Mathieu. Peut-on prendre en compte tous les risques liés à l'environnement dans notre système de protection sociale? Alors ça, c'est une question pour Mathilde, et on va commencer en tout cas par Mathilde. Alors, je retraduis, notre système de protection sociale fonctionne à partir de risques, donc de risques couverts. Est-ce que, à mesure justement que l'environnement se dégrade, à mesure qu'on développe nos politiques environnementales, est-ce qu'il faudra aussi intégrer un certain nombre de risques, notamment sur la santé entendue au sens large, ou peut-être d'autres risques dans notre système de protection sociale?
Oui, alors c'est une vraie question. On aurait pu faire il faut absolument qu'on se pose. Bah oui, voilà. Parce que donc il y a plein de sujets qui en découlent. En fait, pour moi, il y a trois façons plus ou moins lourdes d'intégrer ces nouveaux risques dans notre système de protection sociale. La première, c'est en fait de garder nos branches, donc en fait de garder les risques que notre protection sociale couvre, mais d'essayer en fait de faire rentrer les nouveaux risques dans chaque branche. Par exemple, on pourrait penser que la branche famille finance des chèques bio. Par exemple, d'accord. Voilà. Sur l'alimentation, justement, pour, dans la branche famille. La branche famille. Ouais, tout à fait. On peut penser sinon que la branche logement prenne en charge les rénovations des logements et des ménages modestes. Ouais, tout à fait. On peut aussi se dire, par exemple, que la branche chômage prenne en charge l'ensemble des réallocations d'emploi que va demander la transition verte. Voilà, donc ça, c'est on garde la structure. On ne fait que l'enrichir. Voilà, c'est ça. La deuxième manière qui est un peu plus lourde, c'est peut-être de faire plus de services et en fait moins de prestations monétaires. Pourquoi ? Parce que en fait, les services ont ce double avantage de créer du lien social et qu'on puisse contrôler le contenu carbone. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple quand même de faire un service vert qu'une prestation verte. Et donc, si on fait plus de services, je pense qu'on protège plus qu'on ne répare. Et donc, c'est une deuxième voie. Et puis enfin, la version la plus lourde, c'est peut-être de créer de nouvelles branches pour en fait couvrir les inégalités environnementale. On parle aussi dans le débat de la sécurité sociale de l'alimentation, où peut-être doit-on créer une sorte de sécu pour les risques climatiques, comme on l'a fait sur les risques sociaux. D'accord. Et donc là, c'est une version beaucoup plus lourde, et puis donc c'est des vrais débats à avoir. Oui, là c'est un vrai Big Bang. Parce voilà, que, quand on voit la difficulté de créer, de mettre en œuvre la branche sur la nouvelle branche, en âge de la population. Mais bon, voilà, c'est bien de pouvoir en tout cas l'envisager et de le réfléchir. Quel est votre point de vue justement sur ce sujet de prise en compte justement par notre système de protection sociale justement de tous ces risques liés à la dégradation de l'environnement qui frappent, on le sait, comme vous nous l'avez dit, les personnes les plus modestes? Déjà, moi j'aurais envie de dire que déjà la protection sociale, il faudrait déjà la remettre dans sa voie actuelle et dans ses principes actuels. En ce moment, elle est quand même attaquée de toutes parts. Nous, c'est comme ça qu'on le ressent. On est très en colère, même sur aujourd'hui un certain nombre de lois. Oui, c'est ça. C'est un certain nombre de lois qui sortent, par rapport au logement, par rapport à la loi travail aujourd'hui. Où on va encore en mettre plus sur les plus pauvres, ne pas respecter et oublier en fait qu'il y a des droits fondamentaux qui étaient avant un impératif national de les mettre en œuvre et que cet impératif national doit redevenir un impératif national. Et je pense que déjà, ça fera avancer peut-être avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de construire avec les plus pauvres. Ça permettra peut-être aussi de mieux intégrer ça, parce que là, on est en train d'exclure encore davantage et de cacher la pauvreté. Donc ça, c'est le préalable numéro 1. Le préalable numéro 1, c'est de garder la bonne boussole, déjà dans la protection sociale. Et après, c'est intégrer, je pense,
pense vraiment aussi les politiques de prévention qui sont pour le moment quand même peu développées, qui devraient être développées, enfin qui existent dans les textes, etc., mais en fait qui n'existent pas vraiment non plus. Donc c'est toujours le parent pauvre des politiques publiques. Voilà, donc comment on développe cette prévention. En effet, il y a un droit aussi qui existe, hein, qui est dans la charte de l'environnement, qui est un droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé. Donc on est exactement dans ce qu'on a dit aujourd'hui. Et en effet, ce droit, il faudrait trouver moyen, donc sans doute en abordant un peu les solutions qu'a proposé Mathilde pour le mettre en œuvre, sans oublier les droits existants, il faut vraiment le combiner. Voilà. Après, nous, ce qu'on veut aussi, c'est que tout le monde soit dans du droit commun. Et bon, quand j'entends parler de chèques, moi, ça me chatouille parce que quand on crée des chèques, on crée des droits spécifiques et c'est pas possible. Sûr. Voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'on amène chacun à du droit commun. Alors, si le chèque, c'est pour tout le monde et que ça devient une aide, en fait, pour tous, ça va. Si c'est le chèque qu'on va mettre de temps en temps et puis qu'à la première occasion, on enlèvera et puis qui va stigmatiser encore plus les personnes, il faut éviter. Donc voilà, donc trouvons des moyens vraiment de droit commun en gardant la bonne boussole et en intégrant en effet, parce que c'est vrai que les questions écologiques vont sans doute tout bouleverser, hein, les silos qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment ça qu'il faut balayer, qu'on doit apprendre à balayer pour construire plus de façon plus cohérente et convergente et plus globale et nos politiques publiques. Très bien, très bien. Mesdames, je vous remercie pour ces premières considérations. Vos interventions nous ont permis de mieux comprendre ce fameux lien entre inégalité sociale et environnementale et de dresser effectivement quelques pistes, enfin des pistes très, très intéressantes, très ambitieuses pour tenter de les atténuer. Un autre défi se présente à nous lorsqu'on envisage cette fameuse transition écologique. On l'a un peu évoqué sur cette séquence, mais là on va vraiment le développer. Il s'agit en effet de favoriser une transition juste qui n'exclut pas les populations les plus modestes et c'est le thème de notre prochaine séquence. Pour débuter celle-ci, je vous propose de découvrir l'action du réseau Cocagne, une association qui en fait de la transition écologique et sociale une véritable marque de fabrique. Reportage. Le socle de tout jardin d'insertion membre du réseau Cocagne, c'est la vente des légumes sous forme de panier. Les gens sont donc abonnés à des paniers hebdomadaires. Voilà, ça, c'est un socle commun à nous tous. On a deux socles, on a celui-ci et le fait d'être en format chantier d'insertion. Voilà. Le réseau Cocagne, qui est mobilisé sur les enjeux d'alimentation, s'est mobilisé il y a une dizaine d'années pour aller chercher des fonds auprès de l'État pour constituer un réseau de distribution de paniers solidaires avec une participation du bénéficiaire. C'est pas la gratuité, ça c'est sûr. C'est pas une aide alimentaire, je te donne à manger. Non. Il y a deux aspects. Il y a pas de gratuité. Et il y a des partenariats. Donc il y a les fonds que le réseau est allé chercher auprès de l'État qui est reversé au jardin. Et l'autre particularité de ce dispositif, c'est que le panier est accompagné sur un aspect alimentaire et jardinage, pour faire court. Le panier solidaire, c'est que les gens qui sont en grande difficulté, qui n'ont pas forcément les moyens de manger des légumes bons et sains, hein, sans pesticides, et avec une diversité de légumes toute l'année, des légumes de saison, c'est d'avoir, de pouvoir payer son panier 3 € au lieu d'avoir un panier à 12 €. On est sur un jardin dans le Val-de-Marne, donc un jardin périurbain, sur une zone protégée d'une 40aine d'hectares qui s'appelle la Plaine des Bordes. Là, on est avec des gens qui restent toujours dans leur béton. Et si on veut qu'ils prennent soin, qu'ils rangent le peu d'espace vert qu'ils ont et qu'ils en profitent en sortant le soir, ou c'est d'en prendre, de les sensibiliser à des actions. Et nous, on fait partie de ces actions-là. Les enfants viennent voir comment on travaille, viennent goûter les légumes, prennent conscience qu'on peut vivre autrement que de descendre des cages d'escalier, de rester dans les cages d'escalier et de dealer. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde écologique s'il n'y a pas de social. Et vice-versa. Il faut que le social porte l'écologie. Ce n'est pas quelques partis qui vont porter l'écologie. C'est les gestes au quotidien.
La transition écologique devrait impacter de nombreux domaines comme l'énergie, les transports, l'alimentation ou encore le logement. Cette transition supposera sans doute un effort considérable de l'ensemble de la société. Sommes-nous tous à égalité pour assumer ce défi? Quelle politique ciblée mettre en place pour tenir compte de la situation des plus modestes? Comment faire en sorte que cette transition soit suffisamment équitable pour emmener l'ensemble de la société? Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Amandine Le Breton, directrice du Pacte du pouvoir de vivre, Isolde Devallière, chef de projet précarité énergétique à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Exactement. Voilà, merci beaucoup d'être présente avec nous. Alors Isolde Devallière, justement, cette transition, on sait que c'est une forme de Big Bang qui va impacter l'ensemble de la société. Mais justement, pour l'assumer, alors ça a été évoqué un tout petit peu sur la première séquence, mais est-ce que on est tous logés à la même enseigne, puisqu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ont le choix, il y en a d'autres qui n'ont pas le choix. Voilà, c'est quoi, en quoi justement les personnes les plus modestes sont vraiment défavorisées par les effets des politiques de transition écologique? Alors effectivement, on sait qu'il va falloir qu'on passe tous de 10 millions d'équivalents de tonnes de CO2 à 2, donc effectivement il y a un besoin d'efforts supplémentaires à faire, et on voit bien qu'il y a des disparités, qu'on n'est donc pas tous logés à la même enseigne. Alors l'Observatoire national de la précarité énergétique que je pilote traite de la façon justement dont ces 5,5 millions de ménages en précarité énergétique peuvent faire face à cette nécessaire transition. Et on voit bien que c'est plutôt des ménages qui consomment moins, qui voyagent moins, qui mangent moins de viande que la moyenne des Français, qui sont donc dans des comportements de restriction très très fortes. Et donc il y a un besoin d'accompagnement individuel qui est évidemment très très important pour pouvoir les accompagner vers cette transition. C'est ce dont parlait Mathilde, c'est-à-dire cette importance de favoriser peut-être du service plutôt que de la prestation. Exactement. En fait, plutôt que de la prestation monétaire en fait. Exactement. Ouais. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on essaye de voir comment les différentes mesures, comment les politiques impactent sur le phénomène, et puis en quoi justement les différentes mesures permettent ou pas de favoriser cette transition. D'accord. Voilà. Oui, allez-y. Non, mais c'est vrai que il faut comprendre que le fait que ces ménages vivent dans des logements mal isolés, c'est effectivement les 30% des ménages les plus pauvres qui habitent essentiellement dans ce qu'on appelle des passoires thermiques, bien sûr, qui l'été sont des bouilloires thermiques selon effectivement les termes de la Fondation Abbé Pierre. Donc là, il y a une vraie difficulté à mobiliser tous les propriétaires bailleurs, lorsqu'il s'agit de locataires, ou les propriétaires occupants à revenus modestes, vers des travaux. Donc il y a la question du reste à charge dont on parlera. Et puis il y a aussi la question aussi du mode de chauffage. Voilà. Et donc on sait que la chaudière à fioul, il faut la remplacer, et qu'il y a encore 20% des territoires en milieu rural qui sont équipés de ce type de chaudière, et que accéder à une pompe à chaleur, ça a un coût, et que ce coût-là, il est difficile à surmonter, assumer, voilà. Tout à fait, d'accord, très bien. Donc voilà, on n'est pas logé à la même enseigne. On n'est pas logé à la même enseigne. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce que nous a dit Isolde, justement, qui a un discours très focusé aussi sur la question du logement, de l'isolation, de l'accès à un chauffage différent? Est-ce qu'il y a d'autres domaines, justement, où on voit que, justement, les personnes les plus modestes n'ont pas forcément le choix et les moyens de changer de comportement, alors que des politiques globales imposent à l'ensemble des Français de changer de comportement pour préserver l'environnement? Alors oui, je voudrais rajouter à ce qu'a dit Isolde le fait qu'on n'est pas logés tous à la même enseigne pour plusieurs raisons. Donc les plus modestes ne contribuent pas de la même manière au désordre écologique. Exactement. Ça, c'est important de le répéter. C'est ça qui est assez injuste d'ailleurs. Et ça, en fait, ils polluent le moins, mais en même temps, ils doivent faire de l'injustice à l'injustice. Ils subissent davantage les effets
Vous parliez de canicule et de bouilloire thermique, mais il y a la pollution atmosphérique, les impacts de l'alimentation déséquilibrée, etc., et non saine sur leur santé. Et puis la capacité de faire face à ces désordres, elle est moindre. Quand on habite dans une zone polluée, on n'a pas de facilité pour déménager. Et donc ces multiples injustices peuvent être illustrées donc, sur la rénovation thermique, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais aussi beaucoup sur la mobilité. Oui. Je voudrais évoquer notamment les travaux de WeMove et de la FNH qui montraient qu'il y a à peu près 13,3 millions de personnes en France qui subissent une forme de précarité liée à la mobilité, une fragilité. Il y a 4,3 millions de personnes qui en ont accès à aucun équipement pour se déplacer, donc pas de voiture, mais pas de vélo, pas de trottinette, pas d'abonnement au transport en commun, donc ça c'est évidemment un sujet. Mais il y a aussi 9 millions de personnes pour qui la voiture est devenue un piège, puisqu'elles en sont dépendantes financièrement, géographiquement, il n'y a pas de choix de transport en commun. Et donc là, on voit que notamment la question financière est très présente, puisque une voiture, ça coûte extrêmement cher. Et donc ça devient un piège. Avec le prix de l'essence. Exactement. Oui, et puis faire des réparations sur sa voiture, c'est extrêmement cher. Donc, quand tu as une voiture de 20 ans, etc. Et ça conduit à un certain nombre de renoncements, notamment. De renoncement aux liens sociaux, de renoncement à la santé. Il y a près de 40% des personnes parmi les plus âgées de notre société qui ont renoncé au moins une fois à un rendez-vous de santé dans les 5 dernières années à cause d'un problème de transport. Donc là, on voit bien aussi la convergence entre les enjeux écologiques, puisqu'il va falloir réduire la place de la voiture dans notre société, et puisque ça impacte dans la vie des gens au quotidien comme choix ou plutôt comme non-choix. D'accord, très bien. Avant que nous poursuivions nos échanges, je vous propose d'écouter Noam Léandri, justement, président du collectif Alerte, qui formule plusieurs propositions justement en direction des plus modestes pour assumer cette fameuse transition écologique. On l'écoute et on en parle. Le collectif Alerte a mis l'accent et a fait prendre conscience au gouvernement que les personnes modestes aujourd'hui subissent une double peine avec la transition écologique. Ce sont ceux qui polluent le moins, qui émettent le moins de gaz à effet de serre, et pour autant sont ceux qui en subissent le plus les conséquences. Et deuxième paradoxe, ce sont aussi ceux qui, dans les politiques publiques qui risquent d'être mises en œuvre, vont être les plus exclus, alors qu'ils ont le moins de capacité à pouvoir changer de véhicule, isoler leur maison, changer de métier en fonction des compétences que l'on a, puisque ce sont souvent des personnes moins diplômées. Et donc, pour compenser finalement cette double peine des ménages les plus pauvres, le collectif Alerte a élaboré une dizaine de propositions qui permettrait justement que la planification écologique qui est en cours soit juste, solidaire pour toutes les personnes. Premièrement, il faut associer davantage les personnes précaires aux choix de politique publique. C'est valable dans la transition écologique comme ailleurs, mais aussi particulièrement le cas ici. Qui sait que les tarifs sociaux des transports en commun sont sous-employés, il y a un fort taux de non-recours aux tarifs sociaux, que les ménages les plus pauvres préfèrent acheter un billet à l'unité plutôt qu'un tarif social. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, le gouvernement, les décideurs publics en aient vraiment conscience. Donc il y a besoin de les associer pour qu'ils puissent leur dire concrètement comment ça se passe. Donc ça, c'est la première proposition. La deuxième aussi, c'est que chaque politique publique, chaque décision en matière de transition écologique, on puisse examiner les impacts sur les plus modestes avant de la décider. Et puis concrètement, on a aussi élaboré un certain nombre de propositions très pratiques, comme par exemple le fait que les transports en commun puissent être davantage gratuits dans certaines communes, notamment celles qui vont être soumises aux zones à faible émission, où on ne pourra plus circuler avec des vieux véhicules. On demande aussi que le reste à charge pour les ménages modestes soit nul pour les rénovations énergétiques, pour changement de véhicule, si on a une obligation de changer de véhicule, qu'il y ait également des tarifs sociaux, par exemple sur l'eau, puisque ça a été une annonce du président de la République. On aimerait que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits pour les ménages les plus modestes. On a essayé d'examiner ça dans tous les domaines. Cette dizaine de propositions, vous pouvez les retrouver sur le site du collectif Alerte. Alors Noam Léandri nous propose plusieurs pistes d'action. On l'a écouté sur les derniers propos. On parle de mobilité, on parle d'accès à l'eau aussi. C'est une question très importante. Selon vous, Amandine, quels sont les domaines sur lesquels il faut agir prioritairement ? Vous avez évoqué effectivement beaucoup cette question de la mobilité. Est-ce que ça vous semble aussi un domaine ultra prioritaire ? Est-ce qu'il y a d'autres domaines sur lesquels il faudrait agir justement pour atténuer un peu cette fameuse double peine, je suis celui qui pollue le moins et c'est moi qui dois accomplir les plus gros efforts. Voilà. Alors c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, réduire les inégalités, réduire la pauvreté, c'est pas seulement un enjeu moral, c'est aussi une condition de réussite de la transition écologique. Et donc la première chose pour le pacte du pouvoir de vivre notamment, c'est
desserrer l'étau des difficultés quotidiennes pour nos concitoyens les plus pauvres. Isabelle Dorès en parlait tout à l'heure, le quotidien n'est que adaptation et on peut avoir peu de prévisibilité. Donc il faut éviter que les plus pauvres soient dans ces situations et puis que d'autres basculent dans la pauvreté parce que c'est ce que les organisations et les associations observent. Donc ça demande de reconsolider les politiques de protection sociale. Je vais en dire quelques mots parce que c'est important en fait dans le contexte dans lequel on est aussi, notamment d'augmenter le RSA, ce qui est une demande du pacte du pouvoir de vivre, de 50% à hauteur de 50% du revenu médian, d'augmenter les APL à hauteur de 2017 et puis de tripler le chèque énergie. Et ça permet de consolider aussi notamment le pacte social. Et puis ensuite, il faut faire en sorte évidemment que les mesures qui sont proposées dans la planification écologique permettent certes d'accélérer la transition, mais soient justes et ne mettent personne de côté. Et à notre sens, la priorité, c'est d'aller sur les enjeux du quotidien. Ce qui fait l'objet de non-choix, comme je disais tout à l'heure sur la mobilité, ce qui bloque un quotidien. Donc évidemment, il y a la rénovation thermique des logements, avec le zéro reste à charge que vous évoquiez et qu'on porte aussi. Il y a la question de la mobilité. Noam Léandri parlait d'un ticket. Nous aussi, on porte l'idée d'un ticket de mobilité durable qui est un accès privilégié, un coût privilégié, voire gratuit, à un réseau de transport en commun pour pouvoir se déplacer. Certaines communes, comme à Montpellier, l'ont le mettre en place. Et donc élargir l'expérimentation et le mettre en place. Le ministre Clément Beaune l'a évoqué. Donc on aimerait que ça aille plus loin. Et puis sur l'alimentation, alors il y a plein de choses à faire sur l'alimentation, mais notamment dans les cantines. Le pacte des solidarités a fait quelques pas intéressants avec les repas à 1 €, mais il faut aller encore plus loin sur la tarification sociale, il faut l'élargir. Et puis, il y a un enjeu à soutenir l'alimentation durable, parce que c'est là aussi où on fait converger transition écologique en proposant du bio, des repas sains dans les cantines, et puis accès à tous à des repas équilibrés. Il ne faut pas oublier que pour beaucoup d'enfants, le repas à la cantine, c'est le seul repas équilibré de la journée. Et je vais prendre un exemple, 20% des enfants de la classe d'âge de 6 à 10 ans étant en situation de pauvreté. Donc il y a une urgence à apporter une alimentation saine, accessible à tous. Et en plus, ça nous permet peut-être de basculer aussi sur une approche un petit peu plus préventive des politiques de santé. Tout à fait. Ça fait le lien avec les enjeux de santé, de réduction de l'obésité, d'impact des pollutions et notamment des pesticides sur la santé. Donc là, des sujets comme ceux de l'alimentation et de la dimension sociale, notamment dans les cantines, c'est vraiment un nœud et un carrefour où on peut résoudre un certain nombre de problématiques. Et faire converger un ensemble de politiques. Très bien. Isolde, justement, sur cette question des mesures prioritaires justement à prendre pour arriver à faire cette fameuse transition juste. On a évoqué la question de la mobilité, la question de la santé. Vous avez déjà évoqué un petit peu la question du logement, notamment sur cette question du reste à charge. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelques mots sur ce fameux reste à charge? Comment est-ce qu'on peut arriver à l'atteindre, puisqu'on sait qu'effectivement, faire rénover, alors moi j'ai en tête le témoignage d'une personne qu'on avait pu écouter, je crois, au Sénat. Il y avait une réunion sur la question qui disait, voilà, moi je suis à revenu modeste, je dois sortir 30 000 €, je ne les ai pas pour faire la rénovation énergétique, et je crois que ce monsieur bénéficiait d'une aide de 6 000 €, donc il y avait un delta de 24 000 € qu'il ne pouvait évidemment pas couvrir. Alors justement, selon un rapport de France Stratégie de 2011, il a bien été identifié que le reste à charge sur des chantiers qui visent un haut niveau de performance énergétique, c'est-à-dire des chantiers d'environ 70 000 €, le reste à charge, il était d'environ 33% pour les très modestes et 52% pour les ménages modestes. Donc on voit bien que la difficulté, elle est vraiment là. C'est effectivement c'est une difficulté financière en fait. Une difficulté d'abord financière. Alors, on peut se réjouir, en tout cas, des annonces qui ont été faites dernièrement par la ministre de la Transition énergétique, qui a annoncé un effort supplémentaire sans précédent, a-t-elle dit, d'1,6 milliard d'euros pour justement bonifier les aides existantes, pour revoir les différents plafonds d'aide qui
qui sont proposés à ces ménages. Donc effectivement, la question du reste à charge, elle est importante. C'est vrai que nous, on s'intéresse beaucoup au bâtiment, c'est quand même un quart des émissions de gaz à effet de serre, donc on voit bien l'enjeu de la rénovation. Et surtout, ce qui est vraiment important sur cette question de la transition énergétique juste et solidaire, c'est de travailler sur du long terme. On a parlé du chèque énergie, on voit bien, il y a beaucoup de mesures, il y a eu le bouclier. Ça, on a du mal avec le long terme en France. Hein. Et on a du mal avec le long terme. Or, si on veut éviter justement ces dépendances, ces fortes vulnérabilités, il faut vraiment envisager des mesures sur le long terme, et la rénovation des bâtiments en fait partie, évidemment. D'accord, très bien. Pour alimenter nos discussions sur cette fameuse transition juste, je voudrais donner la parole à Lionel Fournier, directeur santé et écologie à Harmonie Mutuelle, une organisation donc très impliquée sur le sujet. Monsieur Fournier intervient à distance. J'espère que ça va fonctionner. Est-ce que vous nous entendez, Lionel Fournier ? Je vous entends parfaitement, bonjour. Très bien. Alors, première question très simple, peut-être pour compléter la discussion qu'on est en train d'avoir avec Isolde et Amandine, quels sont les leviers selon vous pour favoriser cette fameuse transition juste ? Si j'avais la réponse, je serais plus heureux des hommes. Voilà, je prétends pas, mais je vais donner quelques éléments de réflexion. Pour moi, il y a deux grands leviers. Il y a d'abord ce qui doit être fait au niveau global, pour être simple, au niveau du pouvoir public, de l'État. Donc tous les sujets de planification, parce qu'il y a des sujets de long terme, on parlait tout à l'heure de long terme, les transitions énergétiques, l'aménagement des filières industrielles, on parlait de la rénovation du bâtiment et du financement, ça ce sont des choses de long terme et qui doivent se faire au niveau du pouvoir public. Et puis après, il y a ce que chacun peut faire. Il y a ce que chacun peut faire à titre individuel, et d'ailleurs on a essayé, je vais faire un tout petit peu de pub, mais comme le guide est gratuit, je me permets de le faire. On a fait, dans le cadre d'une collaboration avec l'ADEME, on a produit un guide qui permet justement de prendre un certain nombre de mesures pour améliorer son environnement en lien avec la santé. Mais il ne faut pas se laisser enfermer par les petits gestes individuels. On sait aussi que pour pouvoir agir, il va falloir agir en proximité, si on veut que chacun s'approprie ces sujets-là et adapte ses modes de vie, mais puisse le faire à sa façon et en fonction de ses envies, et en fonction de sa situation. Et là, on pense beaucoup que l'action collective en proximité, pour aller sur les questions d'alimentation, sur les questions de mobilité, pour acquérir et être en mesure d'avoir l'infrastructure qui permette d'agir, c'est vraiment utile, sinon ça ne se fera pas. Très bien. Alors, vous avez évoqué ce fameux guide avec l'ADEME. Est-ce qu'il y a aussi d'autres initiatives qui sont prises par Harmonie Mutuelle pour favoriser cette fameuse transition, favoriser cette espèce de mobilisation peut-être à l'échelle des territoires ? Oui, bien sûr. En fait, Harmonie Mutuelle a comme raison d'être d'agir sur les facteurs sociaux, économiques et environnementaux, afin d'améliorer la santé des personnes et de la société. Et on le fait de manière collective. Donc on fait plusieurs choses. D'abord, il y a l'information pour que chacun comprenne, pour être en mesure d'agir, quel est le lien entre sa santé et l'environnement. J'ai parlé du guide, mais on fait aussi un certain nombre d'agora, dans lequel chacun peut prendre la parole et discuter. Ensuite, on essaye d'agir sur les territoires, soit avec nos adhérents particuliers, soit avec les entreprises, pour voir sur quel sujet ils veulent agir, pour essayer de monter les dispositifs d'action de proximité, d'infrastructures de proximité, pour pouvoir agir. Je prends deux exemples. Le premier, on est en train aujourd'hui de monter, on a commencé à Laval, vous voyez, pas une grande ville, hein, de mettre en place des rencontres entre des producteurs locaux et nos adhérents. Et là, ça crée des possibilités de comprendre comment les choses sont produites, et puis de voir comment on peut faire pour que la nourriture et la production soient plus accessibles. Deuxième exemple, aujourd'hui, on est en train de travailler avec le territoire d'Uzès, la communauté, et avec Éloi Laurent, qui est un économiste, dans lequel on travaille sur ce qu'on appelle territoire de pleine santé. Donc d'abord, avec les acteurs locaux, un questionnaire a été élaboré pour interroger les habitants sur le rapport entre la santé et le territoire. Et aujourd'hui, c'est un collectif, une convention de pleine santé, on a appelé ça, qui est en train de monter les projets très concrets. Et là, par exemple, c'est un lieu collectif qui va être mené pour trouver à la fois du lien social et de l'ombre pendant les périodes de canicule dans un territoire, dans un quartier populaire. Et puis, je peux citer aussi un autre exemple sur lequel on était très, très, très impliqués, c'est la Diagonale du Plein. Et justement, il y a une expérimentation pour relier Concarneau à Arles, avec un véhicule qui n'est ni un vélo, ni une voiture, donc qui coûte beaucoup moins cher qu'une voiture. Et là, on a pu constater
que dans des territoires comme par exemple le Cher, hein, la personne est arrivée avec son véhicule qui est un véhicule 4 places, 4 roues, et bien que des gens qui sont tout à fait modestes, etc., tout à coup se sont dit, mais ce véhicule qui roule à 35 km/h de moyenne, eh ben moi, ça m'est accessible, je sais souder, donc je vais pouvoir faire ça. Donc voilà, on est vraiment sur des choses très concrètes, par la mobilisation du collectif, et redonner le pouvoir d'agir à chacun, voilà, par cette action collective de terrain. Très bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Fournier. On va revenir en plateau et je vais me tourner vers Amandine parce que, évidemment, on a parlé des évolutions des politiques publiques. Hein. Donc, quand on parle d'évolution des politiques publiques, peut-être qu'il faut envisager cette question de la fiscalité. Le pacte a organisé assez récemment, il y a quelques jours, voilà, une manifestation justement où elle propose un certain nombre de réflexions autour d'une évolution de notre fiscalité. C'est quoi le lien entre justement cette fameuse transition écologique juste et la fiscalité? Alors on peut le deviner hein, quand même ce lien, mais voilà, quelles sont vos propositions en matière de fiscalité pour favoriser cette transition juste? Alors oui, pour le pacte du pouvoir de vivre, en fait, il faut rouvrir cette question, ce chantier de la fiscalité. En fait, on a besoin d'une politique du partage. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'en effet, sur la transition écologique, et a fortiori sur la transition écologique juste, il y a des besoins financiers massifs, très importants, je vais y revenir. Et puis, le rapport Pisani-Mahfouz évoque 200 milliards, je crois, d'investissements sur... Alors voilà, et donc 66 milliards par an, dont 25 à 35 milliards d'argent public annuel. Donc il y a des besoins massifs, et chaque année, jusqu'en 2030, voire plus. Donc, ils doivent aussi être durables et s'inscrire dans le temps. Donc, pour la transition écologique, ce sont ce type de montants, mais pour le pacte du pouvoir de vivre qui veut aborder l'ensemble des problématiques, je le disais tout à l'heure, il faut ajouter à ces besoins-là des besoins en matière de protection sociale, de santé, de politique de jeunesse. Donc, le triplement du chèque énergie, par exemple, c'est ajouter 2 milliards d'euros supplémentaires dans le budget de l'État. Chaque année. Ouais, des politiques publiques sur la perte d'autonomie, c'est un peu plus de 9 milliards chaque année. Augmenter les bourses pour les étudiants, pour 66% des étudiants à hauteur de 1 000 euros par an, c'est 1 milliard par an. Donc, là, on n'a pas fait le travail exhaustif de se dire quel est l'ensemble du plan, mais en revanche, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir faire plus de transition écologique, mieux, c'est-à-dire dans la justice sociale, avec moins d'argent public. Donc se pose la question qui n'est pas une question technique et seulement associée au ministère de l'économie, pour dire les choses un peu caricaturalement. On a besoin d'ouvrir le débat public sur comment on finance les défis qu'on a devant nous et d'ouvrir ce débat. Alors il y a des marges de manœuvre hein, pour le pacte du pouvoir de vivre. On peut réfléchir à la progressivité de l'impôt sur le revenu. Il y a la proposition de Pisani-Mahfouz sur la taxe exceptionnelle sur le patrimoine financier des plus riches. Il y a la question des successions, mais en tout cas, ce dont on est assez certain, c'est qu'il va falloir partager plus pour financer plus. Donc, il faut qu'on ait ce débat ouvert, collectif, et c'est un débat de société qu'on propose en tant que pacte du pouvoir de vivre. D'accord, très bien. Justement, sur cette question de la fiscalité, est-ce que vous partagez cette analyse-là? On sait que les gouvernements, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, a surtout eu comme dogme de baisser les impôts. Forcément, quand on baisse les impôts, il y a moins d'argent qui rentre, enfin, sauf si la croissance est favorisée, mais enfin, globalement, il y a quand même un peu moins d'argent qui rentre. Est-ce qu'il faut remettre justement ce débat de la fiscalité sur la table, on va dire, pour affronter cette transition, selon vous? Alors effectivement, à l'ADEME, les économistes ont beaucoup travaillé sur la question de l'acceptabilité de la taxe carbone suite aux événements aux Gilets jaunes. Voilà. Et donc ça a été beaucoup travaillé, réfléchi, et il est évident que cette taxe carbone elle a aujourd'hui un rôle important dans la mesure où effectivement, comme le dit très bien Amandine, il faut quand même réfléchir à ces différentes ressources, hein, comment financer cette transition énergétique. Et donc cette question d'accessibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir redistribuer aux plus démunis, savoir financer très précisément ces nouvelles mesures.
et puis savoir aussi cibler de façon prioritaire ceux qui en ont le plus besoin, hein, que ce soit des différentes aides à l'énergie, au fuel, etc. En fonction des territoires aussi. En fonction des territoires et en fonction des revenus des ménages. Ouais, d'accord, très bien. On va prendre une question justement internaute. Comment favoriser cette transition juste dans nos politiques publiques? Cette question, elle peut être peut-être tournée un peu différemment et se dire justement, est-ce qu'il faut changer l'approche des politiques publiques? On l'a vu dans la séquence, la première séquence, c'est ça dans quelque chose peut-être de plus préventif. Voilà, on fait beaucoup de curatifs, on agit un peu à court terme. Moi, ce que j'entends, d'après tout ce que vous êtes en train de dire depuis maintenant presque 2 séquences, c'est qu'il faut être dans du plus long terme, dans du préventif. Est-ce que c'est ça, en fait, la vraie solution aussi en termes de gouvernance, peut-être? Bien sûr, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, on s'est beaucoup concentré sur l'axe 4 du pacte des solidarités. L'axe 4 de ce pacte, il a pour intitulé « La transition écologique ». Solidaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement repérer le plus en amont possible les ménages en situation de précarité énergétique, ou du moins les ménages qui ont besoin d'être accompagnés. Et donc, ça veut dire mettre en place un certain nombre d'outils à l'ONPE, donc l'Observatoire national de la précarité énergétique. On met à disposition un outil qui s'appelle Géodip, qui a pour mission de repérer sur l'ensemble des territoires les ménages en situation de précarité énergétique. Il est mis à disposition des collectivités territoriales, donc repérer, accompagner pour pouvoir intervenir de façon adaptée. S'il s'agit d'un locataire, effectivement, de pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions de médiation auprès du propriétaire bailleur pour l'amener à faire des travaux de rénovation, sachant qu'effectivement les aides et la bonification des aides peut évidemment y contribuer, ou accompagner les propriétaires occupants vers ces solutions pérennes et durables. Donc effectivement, ce pacte des solidarités soulève un certain nombre de perspectives qui nous semblent favorables, si tant est que les moyens soient à la hauteur des ambitions qui sont affichées. D'accord, très bien. Justement, sur cette question du changement d'approche des politiques publiques, Isolde nous parlait d'arriver à se doter peut-être d'outils qui permettent de repérer justement les facteurs de fragilité dans le cadre de cette transition. Est-ce que plus globalement, il faut aussi changer un petit peu de paradigme et s'inscrire dans une perspective bien plus préventive? On parlait Isabelle Dorès nous parlait de définition de la santé au sens large, c'est-à-dire qui englobe aussi le fait de se sentir bien et pas uniquement de soigner une maladie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est vrai qu'il y a des conditions de réussite de la transition écologique. On parlait tout à l'heure de redistribution et le fait que les plus aisés contribuent davantage, mais il y a clairement aussi un enjeu de méthode et d'approche. On a besoin d'une co-construction, c'est-à-dire que moi, c'est vrai que le mot d'acceptabilité, je trouve qu'il y a une forme passive à acceptabilité. Non, on a besoin que chacun soit on propose et on accepte ou pas. Non, en fait, il faut que chacun soit acteur. Donc chacun, c'est les citoyens. On en a parlé à la table ronde précédente, vous en avez parlé. Mais il y a aussi la société civile. Et donc, par exemple, le travail du secrétariat général à la planification écologique est intéressant, il est nécessaire, il nous donne un cadre commun, donc c'est utile. Mais il n'est pas suffisant, parce qu'en fait, tout reste à faire, tout le chemin à construire est devant nous. Et c'est là où il faut en effet changer de paradigme, c'est-à-dire comment on construit ensemble les chemins de la transition écologique juste. Les pouvoirs publics ne pourront pas avoir cette approche seule. Si je parle seulement de la société civile, on sait que les associations, les organisations peuvent alerter, identifier les points de tension, les problématiques spécifiques, voire individuelles. Et donc on a besoin de cette expertise-là, pour que ça se passe pour le mieux. Parce qu'on sait très bien que la transition écologique étant difficile, chaque blocage est un potentiel échec global, en fait. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Et notamment, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on doit travailler ensemble et anticiper. On parlait tout à l'heure de la rénovation, donc il y a encore des questions qui se posent, mais le cap est assez clair et je pense que c'est partagé par la plupart des acteurs. Mais sur les zones à faible émission, par exemple, clairement, c'est pas simple. Et les acteurs de la société civile ne disent pas que ça l'est. Seulement, ils disent qu'il faut maintenir l'objectif de santé publique associé aux pollutions, mais il faut qu'on travaille tous ensemble à savoir comment on fait concrètement. Et ça s'applique sur chacun des sujets de la transition écologique. Donc voilà, il faut retrouver des espaces où on travaille, où on met les acteurs les uns en face des autres pour construire des feuilles de route. Sans ça,
il y a un risque à ce que tout ça, ça soit un peu en déséquilibre et puis qu'on n'arrive pas collectivement à faire la transition. Et que ça devienne source de tension, comme on a pu le voir à l'époque des Gilets jaunes. Voilà, comme on le voit en Angleterre, comme on le voit en Allemagne sur les chaudières à fioul, et on regarde autour de nous et on voit bien qu'il y a déjà donc ce qu'on appelle des backlash ou des retours en arrière. Et donc ça, c'est autant de blocages pour ne pas accélérer la transition écologique. Il faut quand même rappeler qu'il va falloir doubler le rythme des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on ne peut pas être stoppé parce qu'on n'a pas anticipé. Ce n'est pas possible. On sait déjà où sont les nœuds de la transition écologique et ce qui pose potentiellement des points de friction avec les dimensions sociales. Il faut qu'on y travaille. Très bien. Mesdames, je vous remercie. Nous l'avons vu, cette fameuse transition écologique juste suppose de remplir un certain nombre de conditions, de changer aussi notre approche des politiques publiques. Et dans ce cas, les associations de solidarité apparaissent bien souvent comme des modèles en arrivant à concilier depuis bien longtemps, d'ailleurs, préoccupations écologiques et sociales. C'est ce que nous allons découvrir lors de notre prochaine séquence. Avant de débuter celle-ci, découvrons l'action de la très belle association Paysans Urbains, une structure qui a mis l'écologie au cœur des villes. Alors, le paysan urbain, en fait, a démarré en 2015 sur une ferme pilote dans le cadre d'une occupation éphémère à Romainville d'une ancienne friche. Et le projet parisien est né, en fait, de la réponse à un appel à projet en 2017, Pariculteur 1. Nous avons remporté le concours pour occuper, en fait, et exploiter cette parcelle de 6500 m² qui se situe donc au-dessus des réservoirs de Charonne, dans le 20e arrondissement. Les objectifs du paysan urbain sont, en fait, alors il y a 3 piliers au départ, qu'on a essayé d'enrichir par la suite. C'est une production agricole de forte valeur ajoutée, donc centrée autour de la micro-pousse, la création d'emplois pour des personnes en difficulté dans le cadre de l'insertion, et enfin la transmission des valeurs de l'éducation à la nature et de la reconnexion à la nature à travers des activités pédagogiques et d'animation. La grande valeur du paysan urbain, c'est d'avoir justement un modèle complet qui associe à la fois des valeurs sociales, l'insertion, le lien social, et des objectifs, je dirais, tournés vers l'environnement, avec une production de qualité, une production agricole de qualité, et également tout un travail autour de l'alimentation durable et des pratiques de l'agroécologie. L'originalité du paysan urbain, c'est de proposer un vrai modèle productif agricole en ville et qui, par ailleurs, rajoute une dimension sociale. Puisqu'en fait, avec une production de forte valeur ajoutée, on est en capacité de créer beaucoup d'emplois sur avec un espace dédié très réduit. Alors la transition écologique est une occasion de repenser nos manières de produire et de consommer, mais également de porter un autre regard sur la vulnérabilité. Dans ce cas, les associations de solidarité sont depuis longtemps à l'avant-garde de nombreuses actions. Quelles sont les plus-values de ces initiatives? Comment mieux les valoriser? À quelles conditions peuvent-elles inspirer l'ensemble de la société? Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Camille Rognan, responsable du service économique au sein d'Emmaüs France. Merci Camille d'être avec nous. Et Daphné Chamard, responsable transition écologique juste au Secours catholique. Daphné, merci d'être avec nous. Alors justement, si on parle des associations, on a évoqué beaucoup de problématiques peut-être au global, s'intéresser à l'action des associations justement sur cette double priorité écologique et sociale, c'est pas forcément un hasard. Selon vous, quelle place des associations de solidarité justement pour prendre en compte les besoins des plus fragiles, qui sont nombreux, on le voit avec cette fameuse double peine, dans le cadre de la transition écologique?
Alors, les associations, elles sont, et en tout cas elles seront, et elles sont déjà en fait en première ligne pour pouvoir identifier les problématiques de précarité et les vulnérabilités à venir, notamment en termes de changement climatique. Au Secours catholique, par exemple, on a la chance de faire partie d'un réseau international, et donc nos partenaires internationaux nous alertent déjà depuis de nombreuses années sur en fait les impacts du changement climatique sur les plus précaires. Et donc toute cette double peine dont on parle depuis tout à l'heure. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est important de se rappeler qu'en fait on est là aussi pour pouvoir identifier ces problématiques et surtout de mettre en avant le fait qu'il ne s'agit pas de deux thématiques qu'on essaierait de lier, mais bien en fait un seul et même sujet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'a vu tout au long de cette émission, lutter contre les causes de la pauvreté nous amènera et nous amène à lutter contre le changement climatique. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment nécessaire de partir déjà de ce point-là. Aussi, c'est notre devoir de rappeler qu'il faut partir des besoins des plus précaires et de leurs contraintes, parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne comme ce qui a pu déjà être dit. Et donc pour nous, associations, on est là pour permettre, que ce soit par nos actions ou nos plaidoyers, l'accès aux besoins essentiels, donc ce plancher social, tout en respectant les limites de la planète et donc ce plafond écologique. Et c'est dans cette action-là vraiment que nos associations doivent s'inscrire. Et puis enfin, la place des associations, c'est aussi d'être là pour reconnaître les contributions des personnes, parce qu'on sait déjà que les personnes en situation de précarité, elles ont déjà des pratiques qui sont empreintes de sobriété. D'accord. Tous ces enjeux justement démocratiques, on essaiera de les voir à la fin de cette émission. Camille, justement, est-ce que vous partagez l'analyse en fait de Daphné? J'imagine que oui. Et qu'est-ce que vous souhaitez ajouter en plus sur cette question de la place des associations pour prendre en compte justement les besoins des personnes fragiles dans le cadre de la transition? Alors la spécificité de nos réseaux qui sont gros et anciens, c'est d'être vraiment, comme vous le disiez, en première ligne sur les sujets des besoins sociaux. La continuité, enfin l'enjeu de nos missions aujourd'hui, de notre rôle de grand réseau, c'est de continuer à alerter sur l'urgence sociale. Et là, on est en première ligne. Et l'urgence sociale, elle se renforce, elle évolue, elle ne diminue pas, elle a des nouveaux visages. Et donc, l'intérêt d'avoir des réseaux anciens, experts de ces questions-là, c'est de pouvoir témoigner de ces différentes formes de précarité et d'urgence sociale. Et pouvoir mesurer le chemin accompli aussi, au contraire, les régressions, hein, c'est ça? Ou les régressions, mais surtout, et vraiment pour des réseaux en tout cas anciens comme Emmaüs, c'est de faire entendre cette impérieuse nécessité de conjuguer l'urgence écologique qui est prioritaire, mais qui ne doit pas se substituer, elle doit vraiment se conjuguer aux combats sociaux qui ne sont pas résorbés. Et la place, je pense, de réseaux très multithématiques comme les nôtres qui sont sur le terrain, c'est d'anticiper tous les sujets qui vont impacter la vie quotidienne des publics les plus fragiles, parce qu'on est, par exemple, nous, on est experts des questions de logement, d'emploi, d'insertion. Et dans la transition écologique, les impacts, ça va être se nourrir, se loger, se former, accéder à la formation, à des emplois. Et donc, c'est là-dessus que notre rôle, en tout cas de grand réseau, c'est d'alerter et d'anticiper tous ces impacts-là pour que l'action publique aille dans le bon sens. D'accord, très bien. Alors justement, si on s'intéresse aux actions de ces fameux anciens et grands réseaux multidimensionnels. C'est quoi l'action justement d'Emmaüs France? Alors je connais bien Emmaüs France et je sais qu'il y a énormément de choses, mais peut-être pour résumer, quelles sont les grandes actions d'Emmaüs France justement qui permettent de concilier ces deux préoccupations, de conjuguer, comme vous dites, ces deux préoccupations écologiques et sociales? Alors la plus connue et la plus historique, c'est la plus ancienne, hein, c'est les fameuses boutiques Emmaüs, connues du grand public où tout le monde peut aller chiner des choses. Des deuxièmes vies La deuxième vie des objets. Et cette activité historique, en fait, elle trouve un nouvel écho très fort face aux défis écologiques. Parce qu'aujourd'hui, ce sont à peu près 500 boutiques, lieux qui sont ouverts au public et qui permettent justement de répondre à deux impératifs, environnemental et social, puisque dans ces boutiques-là, on peut s'équiper, on permet d'accéder à des biens de qualité et de première nécessité à prix solidaire pour tous, mais aussi donc
pour les personnes qui en ont besoin, et pour tous nos citoyens, parce que c'est des espaces qui sont ouverts à l'équipement de tout le monde. C'est aussi emmener nos concitoyens vers une consommation responsable à deux titres. La responsabilité environnementale, puisque quand on consomme de seconde main, on réduit son impact écologique de la consommation, et responsable parce qu'aussi solidaire. Quand on achète, qu'on s'équipe chez Emmaüs, qu'on achète quelque chose chez Emmaüs, en fait, cette recette de cet achat va financer directement des repas, l'hébergement des personnes qui travaillent dans ces associations. Donc c'est vraiment l'alliage des dimensions écologiques et sociales. Mais on a aussi des actions qui sont moins connues, en tout cas moins étiquetées Emmaüs. On travaille beaucoup sur notamment l'alimentation, l'accès digne à une alimentation saine par différents biais. On a des associations Emmaüs qui sont les traditionnelles communautés, par exemple, qui ont maintenant développé pour certaines des actions d'agriculture, des activités agricoles, qui permettent de travailler sur l'accès à des produits sains en autonomie alimentaire pour les personnes qui vivent dans ces communautés. Mais on a aussi des structures, des fermes aujourd'hui, qu'elles soient communautés ou pas, ou chantiers ou fermes d'insertion, dont la production sert directement l'aide alimentaire locale. Donc les associations vont garder leur production. C'est-à-dire que ça sert à la structure, mais aussi à l'environnement qui entoure la structure. Voilà, aux personnes qui vivent et qui sont accueillies dans ces associations. Et une partie de la production va, je pense à la communauté d'Angers ou celle de Pamiers, la production va directement au Resto du Cœur, aux antennes du Resto du Cœur, à prix extrêmement modique, voire en don direct. D'accord, très bien. Donc c'est un véritable cercle vertueux qui s'engage. Très bien. Côté Secours catholique, vous avez aussi énormément d'actions. Quelles seraient peut-être les actions les plus symboliques, les plus importantes justement pour concilier préoccupations sociales et préoccupations écologiques? Ce qu'on vise, nous, avec nos actions aussi, c'est à démontrer quelque chose, et c'est à démontrer qu'il est possible de faire de la transition écologique une opportunité pour lutter contre les causes de la pauvreté. Et donc, par exemple, pour compléter le panorama, parce que je pense qu'on est aussi très complémentaires et on travaille aussi ensemble sur des sujets, par exemple sur la question de la mobilité. C'est un vrai sujet chez nous, qui est de dire comment on permet à tous de se déplacer, notamment dans le cadre des zones à faible émission, mais pas que, avec ce véritable enjeu de pouvoir proposer des alternatives aux personnes. Et donc ça, concrètement, en plus du plaidoyer qu'on peut mener, il y a des actions telles que de l'aller vers, c'est-à-dire en fait on va rejoindre les gens où ils sont quand les personnes ne peuvent pas se déplacer, du transport solidaire, mais aussi de la mise à disposition de vélos ou de véhicules électriques, dans les garages solidaires, par exemple. Sur la question de l'alimentation, effectivement, il y a un champ énorme et l'enjeu, il est vraiment de permettre à tous d'accéder, et quand on dit accéder dignement à une alimentation de qualité, ça veut dire aussi donner le choix aux personnes et leur proposer des espaces, que ce soit des épiceries sociales et solidaires, dont on a beaucoup, ou les paniers solidaires, par exemple, qui sont en fait des façons de travailler pour permettre aux personnes de choisir ce dont elles ont envie de manger, et en plus des produits de qualité. Et puis un point qui est aussi fondamental, c'est que beaucoup des personnes qui viennent dans nos associations, elles viennent parce qu'elles n'arrivent plus à payer leurs factures, et surtout leurs factures d'énergie. Et donc rénover, c'est un impératif écologique, mais c'est aussi un impératif économique, donc rénover pour réduire les factures d'énergie. Et ça, concrètement, on a des programmes, par exemple le programme Indigne-toi ou le réseau Éco-Habitat, qui accompagne humainement, techniquement et financièrement les propriétaires modestes à rénover leur logement pour vraiment travailler sur ce sujet. Très concrètement, c'est des bénévoles qui interviennent dans les logements des personnes modestes pour les aider à rénover leur logement, c'est ça? Alors exactement, donc il y a un système de tiers de confiance, mais c'est aussi en fait de faire le lien avec des professionnels, de travailler aussi sur toute la problématique de l'avance des aides, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il peut y avoir beaucoup d'aides, que ce soit sur la rénovation ou sur la mobilité, mais clairement quand on est en précarité, on n'a pas une trésorerie de 3 mois, de 6 mois, où on peut se permettre d'avancer les aides en attendant gentiment qu'elles reviennent sur notre compte. Donc effectivement, c'est des bénévoles qui sont là comme tiers de confiance et qui permettent vraiment de faire le lien entre les aides, entre les agences de l'État et entre les professionnels qui interviennent dans les logements. Très bien. Alors, Emmaüs France et le Secours catholique ne sont pas les seuls acteurs à travailler à une transition écologique juste. Le Crédit coopératif est également impliqué. Pour nous en parler, je voudrais donner la parole à Erwan Odoui, responsable de marché au sein du Crédit coopératif. Alors,
tout fonctionne comme sur des roulettes. Erwan, j'espère que vous allez bien. Alors, une première question que j'aimerais vous poser, justement, quelles initiatives poursuivant ces fameux objectifs écologiques et sociaux sont aujourd'hui soutenues par le Crédit Coopératif ? Oui, alors le Crédit Coopératif accompagne tous ses clients dans les initiatives de transition. On a toute une gamme d'offres dédiées, mais plus globalement, en fait, ce que l'on fait depuis cette année, c'est qu'au travers de l'entretien commercial, ou plutôt dans le cadre de l'entretien commercial, on fait ce qu'on appelle un questionnaire ESG, environnemental, sociétal et gouvernance, qui permet de faire un point avec nos clients sur leur situation, leurs projets, leur stratégie, enfin leur projet de développement par rapport à ces 3 enjeux. Et force est de constater que, bien que le Crédit Coopératif adresse essentiellement ses services à l'économie sociale et solidaire, je prends l'exemple que 50% de nos financements vont aux associations et aux sanitaires et sociales, parfois, trop souvent, j'ai envie de dire, le volet environnemental n'est pas forcément bien priorisé ou bien mis en avant. Je ne fais pas de généralité, hein, c'est quels que soient les secteurs, il y a des différences. Par contre, on trouve, et ça a été évoqué précédemment, on trouve un secteur qui est naturellement dans ces 2 enjeux environnementaux et sociétaux, ce sont les acteurs de l'insertion par l'activité économique ou du travail adapté. Alors j'ai envie de citer 2 exemples qui vont dans le sens de ce qu'a cité Emmaüs ou le Secours catholique. On a par exemple le réseau Envie qui, au travers d'emplois d'insertion, recycle nos déchets électroniques et électriques. Mais aussi dans l'alimentaire, on peut citer à Paimpol en Bretagne, un jardin à Cocagne qui fait travailler des personnes en situation de handicap pour faire du maraîchage bio. Voilà 2 exemples très concrets qui sont accompagnés par le Crédit Coopératif. Ce qu'on observe aussi quand même, par rapport à ce que je viens de dire à l'instant, c'est qu'il y a quand même une tendance de voir les 2 se rapprocher. On voit de plus en plus d'acteurs qui ne sont pas forcément nativement dans le social, mais qui sont plus des acteurs de l'environnement, avoir un impact social et le développer. Je vais prendre l'exemple du réseau Être, qui sont des écoles qui forment au métier de la transition énergétique, au métier manuel. Leur objectif de départ, c'est de former, et en fait, par ce chemin, ils forment finalement des jeunes en situation d'échec scolaire. Et donc, ils participent à de l'inclusion de jeunes. Ils ont aujourd'hui 19 écoles, ou par exemple Optimisme, qui, encore en Bretagne, a un tiers-lieu itinérant pour aller voir les personnes isolées. Donc là, le départ est social, les personnes isolées, les personnes précaires, pour les éduquer ou mieux manger à l'alimentation, et les inviter aussi à cultiver leur jardin et donc à réduire effectivement améliorer leur alimentation et leur dépendance effectivement à la grande distribution pour leur alimentation. Voilà 2 exemples, des exemples très concrets de ce que nous accompagnons. Très bien. Alors, quand on a préparé cet entretien, et c'est une question moi que je voulais qu'on évoque en direct, vous avez insisté justement sur le changement d'approche qui est en train d'être peut-être en cours de mise en œuvre du côté justement des organismes prêteurs, puisque vous avez insisté sur le fait que pour les organismes prêteurs, c'est de plus en plus risqué de financer des projets carbonés. Alors, on est d'accord qu'on a encore de la marge, hein, oui. Quand on voit les derniers rapports justement sur des grandes banques qui financent encore largement des énergies fossiles. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce changement de logique et ce fameux risque de financer des projets carbonés ? Oui, il y a ce point effectivement qu'aujourd'hui la transition, il n'y a plus d'un côté, on l'a évoqué, le social et d'un côté l'écologique, et que la transition concerne tous les secteurs d'activité, tous les types de structures. Ça c'est important. Puisqu'on parle de carbone, et de l'impact des banques sur leurs émissions, puisqu'en fait, l'impact des banques, c'est ce qu'ils financent, c'est ce que vous évoquiez. Je crois que c'est 3,3 millions de tonnes d'équivalent de tonnes CO2 qui sont émises par les financements bancaires. Et en la matière, le Crédit Coopératif, lui, il y a une mesure, c'est par million d'euros pour que les choses soient proportionnelles. Nous, on a 130 tonnes par million d'euros
financer quand les autres banques sont à 400. Voilà, je voulais juste rappeler ça, que les banques ont un impact carbone dans leur financement et que aussi c'est important de choisir des banques qui ne sont pas, d'avoir cette analyse dans ces choix bancaires. Globalement, oui, il y a ce sujet. Je vais prendre l'exemple si aujourd'hui, je finance une usine qui dépend, ou je sais pas, une activité qui dépend à 100% du charbon, et que je la finance sur 20 ans, est-ce qu'elle sera toujours en capacité d'exercer dans 10 ans? Voilà, c'est une bonne question. Donc moi, si j'ai mis un crédit derrière, mon établissement financier, est-ce que mon crédit n'est pas en risque? Je vais prendre un autre exemple qui est plus courant, qui est celui du bâtiment. Si je finance un appartement à quelqu'un qui est coté F ou G, je sais très bien qu'il ne pourra pas le louer ou qu'il devra faire des travaux de rénovation, donc j'ai un risque. Donc de plus en plus, le secteur financier prend conscience que financer quelque chose entre guillemets de carboné ou d'écologiquement impropre, incorrect, je ne veux pas faire de jugement, je prends un risque. Et donc le législateur va me dire, si ton crédit est risqué, il faut que tu mettes plus de réserves en face. Chez nous, ça s'appelle les fonds propres, donc on va mettre plus de réserves en place. Et donc finalement, le secteur financier va avoir deux trajectoires. Une première trajectoire qui est de dire, ça me consomme trop de fonds propres, donc je ne fais plus. Ou alors de se dire, bon, il faut que je rémunère correctement cette surconsommation de fonds propres, donc je vais faire mon crédit à un taux plus élevé. Voilà, à un moment donné, une structure qui n'a pas intégré des enjeux de transition dans son fonctionnement risque de se voir l'accès à des financements un peu durci. D'accord, très bien. Monsieur Audoui, je vous remercie. Après le crédit coopératif, nous allons écouter une intervention de Jérôme Huet, manager durabilité chez PKF Arcilon, qui nous explique les bienfaits de la RSO à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les acteurs de la solidarité. PKF Arcilon est un acteur national du conseil stratégique et financier, de l'expertise comptable et de l'audit, qui regroupe 900 personnes réparties sur 30 bureaux en France. Pour eux, la mise en place d'une démarche de responsabilité sociétale, ou RSO, a une forte résonance car elle est dans la même veine que leur mission, l'intérêt général et l'intérêt collectif du citoyen. Ces démarches permettent de concrétiser leur ancrage territorial, de justifier de l'utilisation de l'argent public et d'œuvrer pour la préservation de l'environnement. Cette démarche s'impose également pour cultiver ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire être en capacité pour elle de capter et de fidéliser le personnel. Autre thème essentiel, avoir une démarche RSO structurée et performante répond réellement aux attentes des pouvoirs publics car elle met les parties prenantes dans une dynamique de coopération et d'innovation. Aujourd'hui, la RSO est du reste contractualisée dans l'élaboration du CEPOM qui est le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Par retour d'expérience, nous constatons sur le SMS un fort engagement sur la formation, la santé, la sécurité et l'inclusion. D'un point de vue économique et territorial, nous pointons leur nécessité d'accentuer les dynamiques locales avec les acteurs du territoire et les prestataires locaux. En clair, favorisons le local plutôt qu'Amazon. Autre nécessité, et du reste du point de vue environnemental, la législation est de plus en plus contraignante, comme le décret tertiaire, les ESMS ont l'impérieuse nécessité de mettre en place des dynamiques de progrès sur l'énergie, l'eau et la gestion des déchets. Notre accompagnement et la mise en place de la dynamique RSO et l'aide au pilotage que nous leur proposons est un formidable effet de levier pour elles en termes de reconnaissance. Elle leur fait passer du statut de « j'accompagne des personnes » au statut de « je suis un acteur du territoire et reconnu comme tel ». Et ça, c'est fondamental. Alors après cette vidéo, nous allons prendre quelques questions internautes. Donc je lis la question de Coralie. On entend souvent dire que les personnes en situation de précarité sont très éloignées des préoccupations écologiques. C'est la fameuse, d'ailleurs, la fin du mois contre la fin du monde. Hein. Comment mieux les impliquer justement autour de ces questions? Est-ce que déjà c'est le cas? Est-ce que les personnes en situation de précarité sont si éloignées que ça des préoccupations écologiques? Et si c'est le cas, comment justement les impliquer? Daphné.
Alors, je pense qu'effectivement, il faut essayer au maximum de sortir de cette vision binaire, même si en fait, il faut bien prendre en compte qu'il peut y avoir des frictions et notamment sur le court terme. En tout cas, nous, ce que nous disent les personnes qu'on accompagne, c'est d'une part un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles font un peu ce qu'elles peuvent au quotidien. Et elles comme on l'a dit. Exactement, elles font déjà preuve d'une adaptabilité dont je pense peu de personnes aujourd'hui dans la société seraient prêtes à faire. Et donc, elles ont déjà beaucoup de contraintes. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment ce sentiment de je me sens coupable, mais je ne sais pas faire autrement. Ça, c'est un point qui est de dire, en fait, il faut donner les moyens financiers et aussi d'accompagnement à ces personnes parce qu'il n'y a pas une espèce d'aliénation où on n'aurait pas envie. Il faut donner les moyens. Et puis, il y a un autre point qui est soulevé, c'est en fait aussi de se dire, on fait ce qu'on peut et on nous demande peut-être beaucoup. Et qu'est-ce qu'on demande aux gros pollueurs? Il y a aussi ce sentiment de culpabilité, mais aussi d'injustice, en se disant, voilà, nous déjà, le quotidien, c'est galère. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, bien au contraire. Donnez-nous les moyens, mais aussi reconnaître la part juste de chacun et ne pas aussi hésiter à demander plus aux gros pollueurs. Donc vraiment, donner les moyens, et notamment financiers, pour accéder à la transition écologique. Et puis, je pense que derrière cette question de comment les impliquer, il y a aussi cette question de l'espace pour être écouté et pris en compte. Quand on prend le temps de travailler sur ces sujets avec les personnes qu'on accompagne, on voit qu'il y a un vrai besoin d'expression, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lieu où on peut s'exprimer, où on peut dire aussi les craintes qu'on peut avoir. Le sentiment d'éco-anxiété, c'est pas juste quelque chose qui traverse quelques classes sociales, mais en fait, on est tous préoccupés par le sort de ces enfants et de ces petits-enfants. Et donc ça aussi, c'est un enjeu, peut-être un enjeu démocratique, mais de favoriser des espaces pour être écoutés et pris en compte. C'est ce dont aussi parlait Amandine tout à l'heure quand elle parlait de co-construction. Oui, tout à fait, très bien. Camille, je sais, puisqu'on l'a évoqué quand on a préparé un peu l'émission, que cette espèce d'ultra-responsabilité comme ça sur les citoyens justement autour de l'écologie, ça vous agace un peu. Est-ce que justement vous partagez le diagnostic de Daphné? Est-ce que justement pour vous, c'est peut-être un peu une idée fausse de se dire que les personnes en situation de précarité se moquent totalement de la protection de l'environnement? Alors, je ne pense pas que ce soit le cas, et Daphné y a très bien répondu. En fait, cette question, c'est vrai qu'elle est légitime, mais elle m'évoque vraiment l'injustice, et j'ai vraiment envie de retourner la question, en fait. Dire à l'échelle mondiale, globale, puisque les défis écologiques, ils sont d'ordre globaux, qui sont ceux qui polluent? Au sein de nos pays, qui sont ceux qui polluent le plus? C'est pas les plus fragiles, c'est pas les personnes en situation de précarité, ce sont les plus riches. Donc, finalement, cette question, elle déplace un petit peu, je trouve, la consistance, le curseur et la consistance du problème, qui est que en fait, c'est quand même ceux qui ont le pouvoir d'achat le plus fort et la consommation la plus élevée, et les plus grands appartements, qui consomment le plus, et les plus grosses voitures, et qui se déplacent le plus, etc. Donc, ma première réaction, en effet, c'est celle de pouvoir plutôt retourner la question et de se dire, du coup, qui faut-il rendre prioritairement acteurs de cette transition, si ce n'est les personnes les plus précaires? Les États, et puis les grands opérateurs économiques. C'est eux qui ont la capacité aussi vraiment d'agir. Si nous, individus, et les personnes les plus précaires peuvent agir à leur niveau, dans leur maison, etc., c'est très bien, mais ceux dont l'impact sera vraiment démultiplié et aura un sens écologique, c'est les grands opérateurs économiques et étatiques. Donc voilà, et je pense que la deuxième priorité, elle est conjointe, il n'y a pas d'ordre de priorité, mais c'est plutôt d'être attentif, vraiment, on l'a déjà dit, à qu'est-ce que les défis et comment vont se traduire les défis écologiques en termes d'action, et que ces actions ne viennent pas surenchérir la capacité. Cette double peine. La capacité d'agir et de s'adapter des personnes qui sont déjà les plus fragiles et donc les plus exposées. D'accord, très bien. On l'a vu tout au long de cette émission, et Daphné, vous en parlez. Il y a aussi, dans le cadre de cette transition écologique et sociale, de forts accents démocratiques. On le sait, les associations, alors ça dépasse même la question de la transition
transition écologique, mais les associations, la société civile est relativement peu écoutée. On l'a vu avec on y revient un peu chaque fois, hein, avec cette fameuse convention climat. Il y avait eu un certain nombre de propositions justement citoyennes sur le sujet, et puis c'est passé un peu à la trappe. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour que ce dialogue entre les pouvoirs publics et la société civile se rééquilibre sur ce sujet-là? Et est-ce que vous partagez ce qui a été dit tout au long de cette émission? Isabelle Dorès d'ATD le disait, Daphné, vous le dites, on n'a pas de lieu justement de concertation pour faire remonter la réalité de cette transition. Voilà, quelles seraient vos propositions? C'est une question un peu compliquée parce que on commence à s'habituer aussi à ce défaut de concertation, mais voilà, est-ce que vous avez des solutions à nous proposer? C'est paradoxal parce qu'en même temps, ces dernières années, on voit se multiplier les instances de concertation nationale, le CNR, il y a eu la Convention citoyenne, il y a plein justement de coquilles. En tout cas d'instances qui sont très médiatisées, ou en tout cas dont le lancement est médiatisé, et qui se veulent des espaces de concertation nouveaux, modernes, etc., aux dépens parfois des corps intermédiaires. Tout à fait. Et c'est sûr que, c'est paradoxal, il y a cette volonté d'afficher de plus concerter, et en même temps, nous les grandes assos, je pense, je ne sais pas si c'est un constat partagé, mais j'ai l'impression que nos voix, qui sont quand même expertes pour le coup, sont moins écoutées ou moins entendues. Donc il y a vraiment un enjeu que les associations expertes soient écoutées et entendues. Et pour ça, ce que moi je vois en tout cas sur les thématiques que je suis, c'est qu'il faut se bagarrer pour néanmoins être présent dans les instances qui existent, les instances de concertation parfois extrêmement thématiques, sous-divisées au niveau national, au niveau régional, au niveau local, et il faut être présent un peu partout. Donc c'est quand même des questions après de moyens pour les assos. Il faut être présent partout pour exprimer, partager, alerter, etc. Donc ça, il faut démultiplier nos actions dans plein d'échelons d'intervention et d'interpellation différents. Et puis, je pense que vous en avez déjà parlé tout à l'heure, il y a aussi nous, réinventer aussi nos modes d'action. Il y a le collectif Alerte qui a été créé il y a quelques années. C'est interpeller ensemble et porter une voix commune dans l'espoir qu'elle soit plus forte. D'accord. Et je pense que pour l'avenir, peut-être le défi pour nos grands réseaux, qui sont des réseaux anciens et qui sont des réseaux de plein d'associations locales en fait, des adhésions locales. Le défi, ça va être de perpétuer, si on veut impliquer la société civile sur nos combats, parce que ça ne sert à rien d'être juste des experts et d'aller interpeller les politiques publiques. Il faut qu'on arrive à travailler toujours davantage la mobilisation citoyenne. Et ça, c'est à la fois notre défi et notre force. Nous sommes des réseaux avec plein d'entités locales, des associations locales, qui sont des lieux physiques souvent. Et notre plus grand défi, je pense que c'est de réussir à impliquer sur tous nos combats les citoyens, parce que nos combats, il faut qu'ils vivent par les citoyens, qui peuvent après interpeller leurs députés, leurs élus locaux, etc. Et je pense que l'enjeu, il est vraiment là, majeur de nos grands réseaux, notre place, elle se joue là, sur la capacité à mobiliser les citoyens via le bénévolat ou d'autres formes d'action. D'accord, très bien. Justement, sur cette question de la mobilisation des citoyens, puisqu'on sait que tous ces combats, ils ont effectivement une valeur extrêmement sociétale. Ça ne concerne pas uniquement les plus modestes, ça concerne en particulier l'environnement, ça concerne l'ensemble des personnes. Est-ce que vous partagez cette analyse-là et justement comment est-ce qu'on peut faire pour que justement les acteurs qui défendent ces préoccupations écologiques et sociales soient mieux entendus et puissent un peu plus impacter les politiques publiques? Alors je partage complètement. En fait, je ne sais pas si la question elle est est-ce qu'il faudrait un nouvel espace de concertation, mais plutôt ce qui est fait de ces espaces de concertation, parce qu'effectivement ils sont très nombreux, subdivisés. Enfin voilà, Camille l'a très bien dit. Aujourd'hui, ces espaces peuvent exister, mais il faut transformer l'essai. Et c'est là où pour nous c'est extrêmement frustrant. Et c'est la même chose pour la mobilisation citoyenne. C'est qu'en fait on voit beaucoup de bonnes intentions. Et donc ça, c'est vrai que ces dernières années, on est extrêmement mobilisés pour donner notre avis quelque part, mais en fait derrière les éléments qui en sortent, ils ne sont pas satisfaisants parce qu'en fait il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de concret, et donc voilà, il y a beaucoup de bonnes intentions, ces espaces qui sont là, et puis après
flop. Ouais, voilà. Et la Convention citoyenne pour le climat, ça a été quand même un exemple formidable là-dessus. Enfin, formidable au sens cynique, bien sûr. Parce que, en fait, ça montre bien qu'on a formé des personnes, ces personnes ont pris du temps, énormément de temps, plusieurs week-ends entiers. Et on leur a demandé de formuler des propositions. On leur a dit, vous êtes légitime parce que vous avez été formés, parce que vous êtes représentatif de la société par rapport à la répartition démographique et sociologique. Et puis derrière, ah bah non, finalement, c'est le Parlement, etc. Et puis, on ne va pas parler de ce qui se passe non plus au Parlement en ce moment. Donc, en fait, oui, la mobilisation citoyenne, elle est nécessaire. Nos organisations, elles doivent aussi réussir à embarquer l'ensemble des personnes sur les territoires. Mais en fait, il faut aussi donner envie et surtout réussir à motiver. Parce qu'en fait, ce qu'on voit sur le terrain, c'est quand même un découragement, en fait. À quoi ça sert puisqu'en fait, oui, on va donner notre avis, mais après, qu'est-ce qui se passe quand on a fait, nous, on a organisé des débats dans le cadre du grand débat national qui avait fait suite aux Gilets jaunes. Nous, ce que nous disaient les personnes, c'est tout ce qui se dit là, il faut que ça remonte. Il faut que ça remonte et qu'il se passe quelque chose. Et donc, en fait, quand on dit que les personnes ont besoin de s'exprimer, c'est qu'en fait, elles ont besoin de s'exprimer, mais pas simplement pour sortir quelque chose, mais pour que ce soit pris en compte. Et donc, la mobilisation citoyenne, repenser, nous, nos façons de faire, effectivement, c'est important. De se dire que c'est pas d'un côté les plus pauvres, d'un côté les plus riches et d'un côté l'espèce de classe moyenne, mais on est bien en fait dans ce truc de cette situation où en fait on est en train de se dire comment on veut transformer collectivement notre société, une société pour qu'elle soit plus juste, plus durable et aussi plus fraternelle, parce que c'est aussi ce que portent nos associations de solidarité, c'est en fait de se dire que c'est ensemble qu'on a envie d'agir et que collectivement aussi on grandit individuellement et collectivement. Très bien. Mesdames, je vous remercie. Nous avons bien pris la mesure tout au long de cette émission de l'ampleur des défis qui se présentent à nous pour mener à bien cette transition écologique et sociale. Comme on l'a dit, la balle est désormais dans le camp des pouvoirs publics, notamment pour mieux entendre et soutenir les associations qui travaillent en ce sens au plus près des personnes les plus fragiles. Je vous rappelle une nouvelle fois que le dernier numéro d'Union sociale évoque en profondeur la thématique de cette émission. Je voudrais à présent remercier tous les techniciens et les équipes de l'UNIOPS ainsi que celles du Crédit Coopératif pour leur aide et leur soutien, mais aussi Arménie Mutuelle, ESS et PKF Arcilon, nos partenaires pour cette émission. Je salue également la participation de plus en plus active de nos spectateurs et vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission qui aura lieu le 14 décembre et qui portera sur l'attractivité des métiers. En attendant, vous pouvez accéder à tous les replays de l'émission en vous rendant sur notre chaîne YouTube. Merci encore pour votre attention et belle journée sur Solidarité TV.